Bonjour à tous, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Alors, merci pour cette promo. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon mémoire, du travail que j'ai réalisé pendant un an, et aussi de mon projet de diplôme qui est lié donc sur la thématique des biomatières et du biodesign. Alors on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est proprement parler comment intégrer les organismes vivants dans un processus de conception. Aujourd'hui, en tant que designer, on sait travailler avec une commande numérique, comment travailler avec un artisan qui travaille le métal, mais comment travailler avec des organismes vivants ou la nature. Donc à l'inverse du biomimétisme, qui en fait on copie le biomimétisme, on copie le fonctionnement de la nature avec des matières modernes, donc c'est de l'ingénierie. La biofabrication, c'est vraiment utiliser et collaborer avec des organismes vivants pour fabriquer une matière. Donc on entend beaucoup parler de champignons, de mycélium, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits autour de ça, donc on peut voir du mycélium là à côté. Et ici, c'est des algues, donc tissées. Donc, comme je vous le disais, donc ces matières sont vraiment fabriquées par le vivant. Il y a une petite citation que j'ai utilisée dans mon mémoire qui tient à cœur, une citation de Buffon. Donc, toutes les inventions des hommes ne sont que des imitations assez grossières de ce que la nature exécute à la dernière perfection. Donc tout ça pour vraiment, nous, en tant que designers, ouvrir notre regard sur une nouvelle manière de concevoir. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Il y a différentes échelles de collaboration avec des organismes. Alors au niveau des bactéries déjà, donc là je vous présente alors sur la gauche, on peut voir, donc c'est Pili, il fabrique des teintures avec des bactéries. Donc ça se développe un peu comme le principe de la bière, donc c'est une fermentation avec des bactéries et des levures, et le résultat nous donne une couleur bleue, sachant que l'industrie du textile et des colorants est très polluante, ça nous permet de aussi trouver des alternatives beaucoup plus naturelles. Et à droite, on voit aussi, donc ça c'est Faber Future, donc c'est une entreprise anglaise qui développe un peu ce même principe de teinture avec des bactéries, et on voit vraiment les bactéries se développer sur le textile. Alors on a une autre échelle de conception, c'est celle avec des organismes un peu plus gros. Donc là, dans ce cas-là, c'est des vers à soie. Donc les vers à soie, au cours de leur développement, ils tissent un cocon pour se transformer en papillon. Ce cocon, c'est un fil de 1 km de long. Donc il y a plusieurs chercheurs qui se sont rendus compte que le ver n'avait pas forcément besoin de tout ce fil pour évoluer. Et ils ont décidé de les poser sur des formes, des moules en fait, et de laisser tisser le ver à plat son fil de soie. Donc ça permet d'arriver à une matière assez hallucinante et d'utiliser ces vers à soie comme des sortes d'imprimantes 3D vivantes. Sur le même principe, alors ça c'est le travail de Thomas Libertini, qui est un artiste contemporain. Il a observé donc, le fonctionnement d'une ruche. Les abeilles fabriquent en fait, des alvéoles en cire dans leur habitat naturel. Et en plongeant une structure métallique au milieu d'un essaim dans une ruche, ils se sont rendus compte que les abeilles venaient se fixer sur cette structure pour concevoir autour de cette structure. Dans ce cas-là, c'est un vase. Et ce qui est très intéressant avec le vivant, c'est qu'on ne contrôle pas finalement la forme finale. Donc avec une même structure, on peut voir différentes formes. Donc c'est totalement infini, les possibilités sont infinies. Voilà. Alors, ça prend à peu près 3 semaines environ à produire, et les couleurs varient en fonction des fleurs que les abeilles butinent. Alors, tout l'enjeu de collaborer avec un organisme vivant ou un procédé naturel, c'est d'arriver à lui donner un cadre pour contenir sa propagation et arriver finalement à une forme que l'on a définie au préalable. Alors, maintenant je vais vous parler de mon diplôme. Donc,
fort de toutes ces recherches, j'ai voulu expérimenter moi-même un peu cette nouvelle manière de concevoir. Et je me suis intéressé au sel. Alors le sel, c'est pas une matière vivante, mais elle croît dans la nature de manière totalement naturelle. Donc j'ai commencé par faire une analyse de la matière, donc mécanique, mais aussi son aspect, sa durée de croissance, tout ça pour arriver à me faire une sorte de planning pour pouvoir expérimenter cette matière. Parce qu'il faut savoir que en tant que biodesigner, nouveau biodesigner, il faut vraiment expérimenter ces nouveaux matériaux pour pouvoir utiliser toutes leurs capacités au service de la création. Alors j'ai mis les mains dans le cambouis. Donc j'ai décidé d'utiliser le principe de cristallisation du sel. Donc, quand on dissout, alors c'est un procédé chimique, quand on dissout du sel dans l'eau, qu'on sature l'eau, c'est-à-dire qu'on ne peut plus remettre du sel à l'intérieur, le sel vient se cristalliser autour de la structure la plus proche qui est dans le bain. Donc on chauffe l'eau très fort, permet de remplir, de dissoudre de plus en plus de sel, puisque l'eau se dilate en chauffant et on peut arriver à des saturations extrêmes de sel, ce qui permet, en refroidissant, de forcer la cristallisation. Donc au tout début de ces expérimentations sont étalées sur 6 mois. J'ai plongé différentes matières dans ces bains d'eau salée, à différentes températures, avec différentes saturations, et pour arriver à certaines conclusions. Donc par exemple, on voit ici que le sel ne se cristallise pas sur des surfaces lisses, qui se cristallise bien dans des mailles en coton par exemple, et qui se cristallise différemment sur différents types de métaux. Alors, en l'occurrence, ici, c'est des tiges filetées. Donc, les aspérités de la tige filetée font que le cristal se forme beaucoup plus rapidement, en fait, sur cette matière-là. Donc, j'ai décidé d'utiliser de la tige filetée et de l'acier inoxydable. Ce qui m'a donné mon projet final, donc une lampe. Alors, je vais vous la présenter. Alors, cette structure, donc, qui est composée d'une surface lisse, et de ce maillage en tige filetée et en acier inoxydable. Donc j'ai utilisé différents types de métaux avec différents aspects pour pouvoir plonger d'un seul coup ma structure et canaliser le sel sur certaines parties de la lampe. Donc il y a un vrai travail de design, de forme. Alors c'est des matières qu'on connaît, mais tout le travail du designer, c'est d'arriver à comprendre l'intégralité de ces caractéristiques, de ces paramètres qui découlent des expérimentations, pour arriver à guider vraiment l'organisme, en tout cas, ou la fabrication naturelle, et la mener jusqu'à ses fins, la forme qu'il avait prédessinée. Alors, c'est beaucoup plus compliqué de plonger une plus grande structure que des petites expérimentations. Donc là, c'est un bain qui fait 14 litres. Donc la lampe fait environ 35 cm de haut. Je me suis rendu compte, voilà, que ça cristallisait beaucoup plus... c'était beaucoup plus compliqué de cristalliser en un seul bain, puisque la surface est beaucoup plus grande, et que les cristaux ont tendance à se cristalliser à certains endroits, mais pas partout. Donc il a fallu faire plusieurs bains successifs pour arriver à une taille de cristaux que je souhaitais. Donc là, ici, c'est le premier bain à gauche, et à droite, c'est le 4e bain, sur 6. Et donc la finalité de ce projet, c'est d'arriver à relier l'intégralité de la structure pour avoir un abat-jour complet, entièrement fabriqué par la cristallisation du sel. J'ai fini. Les questions, on les fait après. Les questions. Moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question. Moi, j'ai pas vu encore de questions sur WooClap. Je me demandais un truc. Hier, on a accueilli François Azembourg, en fait, qui a des démarches un peu
pour certaines un peu similaires, à savoir utiliser des forces comme ça qu'on ne maîtrise pas forcément. Et je voulais te demander comment toi tu te sentais et si on t'en avait fait le reproche ou si toi tu avais une sorte de... est-ce que le biodesigner, pour reprendre le terme que tu as utilisé, est-ce qu'il est dans une exploitation de la nature ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est un autre rapport qui est moins traditionnel avec la matière? C'est une question un peu fourbe mais ouverte. Alors, bien sûr, ça soulève énormément de questions éthiques, ce genre d'expérimentation. Alors, dans le cadre des minéraux, j'ai aussi choisi cette matière parce que les questions étaient beaucoup plus tranchées à ce niveau-là, puisque le sel n'est pas vivant. C'est triste. Bien sûr, avec des organismes vivants, en fait, ça varie énormément en fonction de la taille, je pense. Si on n'a pas du tout le même rapport avec une bactérie ou avec un ver, par exemple. Et c'est vrai que si c'est pour retomber dans une sorte d'industrialisation du vivant, ça n'a aucun sens de faire ça. Ce qui est intéressant en travaillant avec ces matières, c'est surtout d'ouvrir le regard sur un autre type de fabrication, et surtout de l'artisanat en fait, c'est pas du tout un procédé industrialisable, encore que pour le champignon ou les bactéries justement, comme on a moins de problèmes à travailler avec, ils sont beaucoup plus exploitables à grande échelle, mais il y a vraiment cette notion de, je pense, animal, végétal, bactéries, et notre rapport à ces matières-là change vraiment en fonction de leur taille. Hein. C'est simple, c'est un peu rapide de dire ça, mais je pense que c'est vrai en termes d'industrie en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Quand tu parles de taille, tu veux dire que si c'est des gros animaux, non, c'est pas ça que tu veux dire, qu'on est plus sensible à la relation. C'est un peu simplifié de dire ça comme ça, mais je pense qu'on est plus sensible avec un animal qu'avec une bactérie en tout cas. Ou du sel. Tu dis ouais, on a peut-être moins le sentiment de la domestication. Exactement. Avec un petit organisme qu'on voit pas. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que donc chacun y trouve son compte dans cette collaboration à partir du moment où il n'y a pas non plus de maltraitance, de surexploitation, et si on garantit un espace de vie convenable pour l'organisme, je pense qu'on peut en tout cas continuer à essayer de collaborer comme ça. Tu dis que le biodesigner pourrait être avec ses bactéries un peu comme un éleveur exactement. Bio avec son troupeau. C'est l'élevage moderne, je m'embarque dans des termes beaucoup plus grands que moi, mais c'est un peu, on pourrait considérer ces organismes comme les nouveaux artisans. Et vraiment, en fait, c'est plus voir la nature comme un stock, mais comme un collaborateur qui nous permet d'arriver à chacun y trouver son compte au final. Oui, donc si c'est un collaborateur, il faudra sans doute un nouveau droit du travail, exactement. etc. pour les bactéries. Il y a déjà des philosophes qui se penchent sur cette question. Bon, merci Thomas. Qui nous présente son projet après, de vous deux? Tu veux commencer? Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais le projet de Thomas a été suivi par un enseignant ici, architecte, qui est Evangelos Vassiliou. Et pour ce qui est de vos projets, Alex et Léa, c'est moi qui les ai suivis, donc je les connais mieux que celui de Thomas, on va dire. Bonjour, donc moi je vais vous présenter mon projet de diplôme que j'ai appelé Altérité, donc de nouvelles interactions avec la part sauvage du monde. Donc je me suis intéressée un peu à toutes les questions en fait que certainement les conférences que vous avez suivies hier et aujourd'hui ont déjà soulevé.
La première question, ça a été de m'intéresser à ce paradoxe soulevé par Virginie Maris, à savoir comment protéger activement quelque chose de nous-mêmes. C'est un paradoxe qui me semblait très intéressant, surtout dans le cadre d'un projet d'architecture, puisque il y a à la fois cet élément protégé de nous-mêmes, donc il y a une forme d'interdiction, d'extériorité, et en même temps le mot actif, qui sous-entend en fait une forme de lien qu'on souhaiterait garder avec les milieux sauvages. Donc, le discours sur le sauvage, comme vous le savez, et la préservation des écosystèmes est de plus en plus alarmant, et à différents niveaux. Le contexte sanitaire actuel rentre également dans cette logique un peu alarmante. Donc je ne vais pas vous bassiner trop longtemps avec le Covid, parce que je pense qu'on en a tous un peu trop entendu parler, mais c'est quand même des données qui sont importantes. Les zoonoses, en fait, sont les maladies qui ont opéré le saut d'espèce entre les populations non humaines et les humains. Ce saut d'espèce est permis car il y a une destruction des frontières naturelles existantes, à savoir les forêts. Il y a aussi le développement urbain, les chasses intensives et les routes qui sont construites dans les réserves qui vont détériorer ces habitats. Quand on détériore les habitats naturels, les espèces disparaissent et donc les virus qui sont présents dans ces écosystèmes trouvent de nouveaux hôtes à contaminer. Juste à titre d'information, on estime qu'il y a encore 1,7 million de virus encore inconnus dans les milieux sauvages. Donc c'est quelque chose qui est très actuel et qui montre ce besoin de protéger vraiment nos espaces sauvages, ce qu'il en reste. La question de la frontière est également très intéressante m'a beaucoup intéressée dans le cadre de ce projet d'architecture parce que elle pose la question de savoir si la frontière doit être, comme on le pense aujourd'hui, discriminatoire, politique, ou si elle peut être aussi un vecteur de lien et permettre de nouvelles interactions et un nouveau regard avec un extérieur. Toujours dans la philosophie environnementale actuelle, on a les notions de diplomatie et de cohabitation qui sont beaucoup étudiées, notamment par Baptiste Morisot et Vinciane Després. Et donc il y avait ce débat entre cohabitation ou coexister. D'après ces deux penseurs, on voit qu'il y a des façons d'habiter le territoire qui sont très différentes. Les humains, ils vont l'habiter avec des choses très matérielles, très physiques, visuelles, tandis que chez les espèces sauvages, on va avoir d'autres façons d'habiter le territoire à travers notamment les odeurs ou le son. Le son qui est aussi un moyen de rechercher et d'analyser l'altération des différents écosystèmes, notamment avec le field recording ou la bioacoustique. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc on pose juste des capteurs dans certains espaces et d'après l'analyse sonore, on arrive à savoir si telle espèce ou telle autre est encore autant active dans tel ou tel espace. À titre d'exemple, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le travail de Bernie Krause, qui est celui qui a vraiment développé cette notion de bioacoustique, et notamment une exposition qui a eu lieu à la Fondation Cartier, juste en face, en collaboration avec The UVA Artists. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment, à la fois avec une scénographie numérique et des dispositifs sonores importants, on arrive à transformer un espace sans qu'il soit uniquement visuel, mais qui passe aussi par les autres sens, et là par le son. Donc je vais rentrer un peu plus précisément dans mon projet. Le projet, je décide de l'installer en Camargue, qui est une région qui n'est pas complètement sauvage, hein, qui est très anthropisée, au contraire, parce que tous les sols ont été très soumis à l'industrialisation, notamment avec les salins. Mais on voit qu'il y a quand même aujourd'hui énormément de périmètres protégés, d'aires protégées, avec une diversité d'écosystèmes très impressionnante. Donc c'est un terrain très plat, mais on a vraiment beaucoup d'espèces animales et végétales qui y vivent. Ça a donné lieu... Alors,
pour reparler un peu aussi du contexte dans lequel le projet a été construit, et Alex en parlera mieux que moi tout à l'heure, je pense, il faut trouver une manière de parler de lieux dans lesquels on ne peut pas aller. Donc là, on n'a pas pu y aller à cause du confinement, et ça a été le cas pour plusieurs d'entre nous, mais donc, toutes les recherches qu'on fait, c'est un regroupement d'informations, ici cartographiques, lecture, etc., pour comprendre le terrain et pour concevoir un projet qui soit en accord avec ce que le terrain propose. Ce qui donne lieu à une synthèse graphique de différentes cartes et d'inventaires sur les espèces animales et végétales qui y sont. Donc pour les grandes ambitions de ce projet, donc je vous parlais de frontières tout à l'heure. Voilà, l'idée était de redéfinir une frontière pour permettre un nouveau regard, un nouvel échange avec les espèces sauvages. Pour ça, la frontière, elle doit marquer une forme d'interdiction, et donc là, je décide avec ce projet de couper le seul accès qu'il y a à ce terrain, donc couper l'accès à l'homme, tout en respectant les écosystèmes qui sont présents, avec une architecture qui va se fondre progressivement dans le paysage, donc qui ne va pas être visuellement trop impactante. Une progression temporelle, donc prévoir l'imprévu, c'est-à-dire prévoir des interactions inattendues avec les espèces végétales ou animales qui peuplent ce territoire. Et une structure qui permette aussi aux espèces animales d'être traversées et qui leur permettent de bouger d'habitat naturel. Quand on parle de sauvage, on parle aussi d'environnement, d'écologie et de responsabilité sociale. Donc l'idée ici est d'utiliser du bois de récupération pour construire une structure sur pilotis qui ne soit pas trop pérenne, qui puisse être construite par phase, et aussi des matériaux et processus de construction locaux et traditionnels. Donc ici avec l'utilisation du roseau. Donc la Camargue, il faut savoir que c'est la Camargue produit les 3/4 de la production française de roseau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important là-bas, et il y a beaucoup d'architectures qui reprennent ce matériau. Et tout ça dans le but d'offrir une expérience sensible, intime et pédagogique. Alors, pour permettre de changer le regard du visiteur, qu'il devienne capable d'accorder de l'importance à son environnement, qu'il puisse mieux le comprendre. Et ça à travers un parcours qui prend la forme d'une mise à distance. Donc le visiteur ne va jamais entrer dans le terrain dit sauvage. Et ce parcours va pouvoir permettre néanmoins des points de contact sensibles et amplifier certaines sensations quant à l'espace sauvage. Ces points de contact, je les ai utilisés, repris d'outils scientifiques de référence. Donc je vous parlais du field recording tout à l'heure, j'ai utilisé aussi ce principe d'amplification de son comme point de contact et point de compréhension en fait, avec les espèces animales. La vision microscopique qui va permettre un changement d'échelle important et du coup un autre regard aussi sur les espèces. Et l'observatoire qui est l'outil ornithologique de référence. Et voilà, donc ça va se disperser un peu comme ça dans tout le terrain et dans différents types d'écosystèmes. C'est une structure qui s'étend et qui se fond dans le paysage environnant avec l'utilisation de ce toit de chaume. Donc ici, on est à l'entrée de l'installation. Donc on peut voir cette structure bois intégrée dans le paysage. C'est une structure une visite qui va pouvoir se faire également de nuit parce qu'on a une perception complètement différente de jour comme de nuit. On a aussi une fréquentation animale qui va varier avec ce parcours donc circonscrit, comme je vous le disais. La première étape avant de procéder un petit peu à la visite approfondie du site, ça va être l'entrée où on a deux grands lieux. Il va y avoir un lieu qui va servir à s'informer, qui est la librairie, une librairie spécialisée, ainsi qu'un vestiaire. On va pouvoir vraiment se délester toutes ces affaires pour être plus à même
d'être sensible à ce qu'on va découvrir. Donc pour ce projet, j'ai dessiné aussi une gamme de mobilier donc en bois qui laisse la structure apparente, toujours dans le même principe que cette grande structure qui se déploie sur le site. Alors ici, on arrive à l'observatoire qui se trouve au bord de l'étang du Vaccarès, qui est un lieu qui est très très fréquenté par les oiseaux. Ce qui est intéressant aussi de le placer à ce niveau-là, c'est que l'étang du Vaccarès va s'assécher ou non en fonction des saisons. Et donc on va avoir à la fois la fréquentation animale, mais aussi la fréquentation végétale qui va complètement changer d'une saison à l'autre. Ensuite, la vision microscopique. Donc on a deux typologies d'espaces. On va avoir des espaces en périphérie qui vont permettre une vision microscopique mécanique, donc à l'aide de loupes, c'est le même principe que la loupe. Et au centre, on a une projection en direct d'images que les caméras filment sur le site. Donc, pour ce qui est filmé, on peut imaginer par exemple des caméras sous-marines qui vont montrer un petit peu la vie dans les étangs, ou bien des caméras qui sont positionnées très haut dans les arbres et qui vont filmer telle ou telle population d'oiseaux. Ici, donc, on va arriver au cœur de la forêt avec une installation pour le son. Donc pareil, là, il y a deux types d'écoute, une écoute mécanique individuelle et une écoute qui va être plus collective et qui se trouve au centre. Pour les écoutes individuelles en périphérie, ce sont des sortes de mégaphones qui sont intégrés à la structure et qui vont permettre une écoute assez large, pas très précise, mais en tout cas qui va donner une ambiance générale de ce qui se passe à l'extérieur. L'idée était vraiment de couper de la vision pour qu'on ait une perception complètement différente et déconnectée de ce qu'on a l'habitude de voir. Et au centre, sont disposés des bas-parleurs qui enregistrent des sons qui sont beaucoup plus précis, placés, on peut imaginer placés par exemple au sein d'un nid, de plusieurs nids dans le territoire. Donc voilà, donc ça donne un espace intérieur comme celui-là. Donc c'est une structure qui est volontairement assez simple dans sa mise en forme, puisque tout le projet a été de concevoir un programme qui soit assez efficace dans une structure qui soit respectueuse du site dans lequel elle s'implante. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Merci Léa. Comme je vois pas de questions au boucle là, peut-être Alex, tu nous parles de ton projet, puis on... Ah, pardon. Alors, une question réelle. Juste par rapport au positionnement, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire de vouloir faire voir un milieu naturel et en même temps construire quand même, ça paraît un peu peut-être assez grand quand même tout ce qui est l'observatoire qui atterrit dans le territoire aquatique et même la structure en pleine forêt qui serait quand même je pense, une intrusion quand même dans le milieu naturel ou autre, et avec justement toutes ces caméras qui seraient mises à l'intérieur des nids ou même du son, qui est quand même une intrusion dans le milieu naturel des animaux qui y habitent. Je répète la question rapidement, vous me corrigez si jamais. Est-ce que ce projet n'est pas finalement une intrusion architecturale un peu forte dans un milieu naturel qui prétend donner à voir? Oui, c'est un peu ça. Oui, alors pour répondre, alors la question, elle est aussi de savoir, du coup, quand on part de ce type de questionnement-là sur le sauvage, sur est-ce qu'il faut construire, pas construire, c'est très difficile de passer de la théorie au projet. Donc, je suis d'accord qu'il y a des choses à en dire, mais là, l'idée, elle est vraiment de donner à percevoir différemment, et non pas, parce qu'on pourrait très bien se dire, par exemple,
Je veux comprendre les oiseaux, donc je vais juste me balader ou m'asseoir au pied d'un arbre, ce qui est une possibilité. Sauf qu'il me semble que quand on fait ça, en fait, alors peut-être pas tout le monde, peut-être que des gens avertis, des personnes averties arrivent à comprendre le sauvage juste en se baladant. Il me semble néanmoins que quand on ne l'est pas, ce changement de point de vue, il permet vraiment de prendre conscience de l'importance des choses. Alors ici, c'est un projet qui n'a pas été conçu pour être réalisé. Il a été conçu un peu de manière rêvée. Donc c'est le premier point. C'est aussi un projet qui se veut très généraliste et qui propose donc un chantier par phase, un parcours, certes, et qui offre la possibilité, en fait, là je vous ai montré l'installation en entier, mais on peut très bien se dire, voilà, est-ce que je peux avoir juste le parcours et juste à un endroit donné, un plus petit espace qui va permettre, avec les mêmes systèmes que je vous ai présentés, d'écouter différemment, de comprendre différemment. Il y a toute une donnée pédagogique qui est très importante dans le projet. J'essaie de retranscrire un peu toutes les informations que j'avais lues de la philosophie environnementale dans un projet et dans une nouvelle façon de penser les interactions. Je ne sais pas si ça répond beaucoup à la question, mais c'est un débat qui est très long et on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais peut-être Alex, tu peux nous parler de ton projet, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des éléments de réponse ou des éléments qui prolongent cette question dans ton projet. Je vais vous présenter. En gros, la question simplifiée étant est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on construit pas, quoi. Et d'un point de vue pédagogique. Donc, avant de vous parler de mon projet, voilà, donc je peux évoquer, parce que moi, en fait, c'est des thématiques que j'ai abordées dans mon mémoire, en l'occurrence, en tout cas une partie, où je m'étais intéressé, en fait, à l'intervention de l'architecte, qui est souvent entendue comme une intervention qui s'ajoute, enfin, par un processus d'addition. Donc, c'est-à-dire qu'en commençant un projet, on va direct penser à construire, à ajouter, alors qu'en réalité, les questions sont bien plus profondes et beaucoup d'artistes et des architectes aussi se sont posé la question de savoir si un architecte devait simplement, pouvait intervenir de manière plus inédite par une simple médiation, des recherches et un simple constat qu'en fait le projet c'était de rien faire. Donc ça c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre à l'école, mais c'est aussi des questionnements qui sont très liés au site sur lequel on intervient. Donc Léa, par exemple, elle a pu se poser ces questions, et moi aussi, dans mon projet, j'ai pu me poser ce genre de questions. Donc, je vais vous présenter mon projet, on pourra en parler après si vous voulez. Donc moi, mon projet s'intitule Canary. Donc Canary, il tire son nom du site dans lequel, le site dans lequel se trouve. Donc en fait, c'est une ancienne usine d'amiante qui a été construite en 1946 en Corse, dans le Cap Corse, située dans la municipalité de Canary. Donc cette usine, c'est à la fois un endroit qui a permis de faire prospérer cette partie de l'île, et à la fois qui l'a détruit parce que son exploitation a fait que a dénaturé le paysage. Elle a laissé des carcasses de bâtiments sur le littoral, et elle a notamment généré beaucoup de pollution avec des poussières d'amiante qui à la fois ont affecté la santé des personnes ayant travaillé dans cette usine, et à la fois le paysage, en créant avec le déversement des résidus d'amiante suite à l'exploitation, la création de plusieurs plages artificielles. Donc ce site, il est composé de plusieurs bâtiments. Vous pouvez voir donc la mer, l'usine,
Ensuite, plus on monte, donc on a les silos, le concasseur, la forge, et tout en haut de ce site, on retrouve une carrière à ciel ouvert. En fait, la disposition des bâtiments, vous pouvez le mieux voir sur cette image, elle résulte en fait du système d'extraction, de la technique d'extraction qui avait été utilisée à l'époque. On avait creusé les 2 énormes puits pour récupérer l'amiante et pour l'acheminer avec des réseaux de roulage, circuits de roulage. Et l'amiante était transformée, passait par toutes les étapes, le concasseur, le silo, pour arriver dans l'usine où sa transformation finale était effectuée. Et tous les résidus étaient rejetés dans la mer. Donc en fait, moi, j'avais choisi ce site tout simplement parce que moi, je l'avais trouvé remarquable à tout point de vue. Remarquable tout d'abord par sa situation géographique, le paysage, ces énormes structures sur le bord de la route. Et aussi, ce qui m'avait intéressé, c'était son côté remarquable par rapport aux questions sous-jacentes qu'il posait. Donc il y avait à la fois des questions économiques, car ça fait plus de 50 ans que l'usine est abandonnée. Et pour protéger le site de la pollution, on dépense énormément d'argent pour essayer de dépolluer et aussi pour essayer de sécuriser le site des éboulements, de ce genre de choses. Et elle pose aussi des questions plutôt liées à la mémoire. Donc, comme vous pouvez voir sur cette image, on retrouve des questions de tradition, de patrimoine. En fait, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était le rapport des locaux par rapport à ce territoire. Il y avait une partie des gens qui en fait estiment que ce site devait être conservé pour devoir de mémoire et que c'était important que les gens sachent ce qui s'était passé ici, et une partie de la population qui estimait que ce territoire en fait était une tache dans le paysage et qui méritait tout simplement d'être détruit. Sauf que le problème, c'est que pour l'instant, le site, on ne sait pas en fait de quelle manière en fait les conséquences d'un démantèlement total poseraient plus de problèmes qu'à l'heure actuelle. Donc la question se posait en l'occurrence, et du coup ça rejoint la question que tu as pu poser à Léa, c'est que partant de ce site, se poser la question, est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas, et si j'interviens, comment je le fais. Donc, pour les besoins du diplôme, j'ai décidé d'intervenir sur le site de manière concrète. Mais voilà, après se poser la question du programme aussi, parce que dans un site comme ça, est-ce qu'on fait un hôtel, est-ce qu'on en fait un musée, est-ce qu'on en fait... voilà, il y a toutes sortes de thématiques qui peuvent être abordées. Et moi, au regard à la fois des considérations sociales, économiques, considérations liées à la mémoire et au sauvage, à la nature, au paysage, moi j'ai déterminé, j'ai décidé qu'en fait le programme qui devait prendre place dans ce territoire ne pouvait être que culturel et artistique, sans en faire une sorte de centre d'art luxueux comme on peut connaître. Donc pour continuer sur cet aspect-là, j'ai décidé d'intervenir, et aussi d'une manière un peu, comme avait dit Léa, elle avait utilisé le terme de rêver, projet rêvé. Donc en fait, donc là vous pouvez voir une photo du site de l'usine au R+1. Donc le site est énorme, et moi j'ai pas eu la chance d'y aller, mais en final j'ai décidé de prendre ce qui pouvait être un problème et d'en faire une force. Donc moi en fait je suis parti d'un ouvrage de Pierre Bayard qui intitulé Parler des lieux dans lesquels on n'a pas été, dans lequel en fait il aborde il liste une série des manières de parler de lieux dans lesquels on n'a pas été. Donc il cite plusieurs auteurs plus ou moins célèbres, et il explique que tous ces auteurs ont utilisé ce que lui appelle en fait le principe de l'observation à distance, et il conclut en disant que parfois, aussi surprenant que soit-il, c'est que les personnes qui ne sont pas allées sur un site, un pays ou un territoire, peuvent en parler mieux que les personnes qui y sont allées.
Donc moi en fait j'ai eu tout un travail d'archivage de toutes les photos que j'ai pu trouver, de plans, etc. Et ce qui m'a marqué dans ces recherches aussi, et ce pourquoi c'est aussi relié à la thématique du sauvage, c'est l'omniprésence du maquis qui a été épuisé par l'exploitation humaine et qui tend petit à petit à se renouveler. Donc moi, dans mon projet, j'ai moins parlé de la faune que Léa, par exemple, mais la faune existe aussi, et le maquis, cette région de la Corse, est très très sauvage, avec une faune et une flore précisément, qui ne se trouve que sur ce territoire-là. Donc voilà, pour parler du projet plus précisément, j'ai décidé d'intervenir de manière globale, mais que ces interventions, en fait, elles soient localisées que sur à trois endroits. Donc une première intervention qui va se situer dans l'usine, une deuxième intervention qui va se situer dans l'ancienne forge, et une troisième intervention qui se situait près des puits d'extraction. Donc avant de commenter ces images, il y avait aussi une question sous-jacente à ce projet, c'était est-ce qu'il fallait faire fi du côté de la pollution existante. Donc la facilité aurait été de dire, voilà, j'imagine que le projet se passe dans 50 ans, 60 ans, que le site a été dépollué et que voilà, on fait un centre d'art classique. Mais moi j'ai décidé de garder la contrainte de la pollution existante et donc c'est pour ça que la visite elle se fait dans des conditions particulières avec donc les personnes qui visitent ce lieu doivent revêtir une combinaison, se préparer, et elles arrivent sur une sorte de passerelle qui permet, en fait cette passerelle, je l'ai conçue comme une sorte plutôt de protocole de système qui permet de s'adapter en fait à l'architecture du lieu. Et l'idée c'était que en fait cette passerelle elle permet à la fois de mettre à distance les visiteurs en les sécurisant, et à la fois elle permet de donner des points de vue inédits, par exemple, de donner à ces visiteurs un rapport différent que ce qu'ils pourraient avoir voilà, par exemple, vous pouvez voir sur les croquis, l'idée c'était de donner des points de vue inédits, de créer des sortes de porte-à-faux ou des excroissances qui sortaient du bâtiment, essayer par exemple sur l'image du bas de ramener les visiteurs à une certaine hauteur pour qu'ils aient une vue sur le paysage. Et dans ce projet, l'ambition c'était vraiment que le paysage, le bâti existant et les œuvres d'art dialoguent entre elles. Donc le paysage pour ce qu'il est, le bâtiment plutôt par rapport à son aspect mémoriel, et les œuvres d'art pour leur caractère par rapport à des questions, une illustration plus contemporaine des problématiques qu'il pouvait y avoir sur ce site. Donc là vous pouvez voir une plus grande image de cette installation qui en fait devait être assez monumentale au regard de l'immensité du bâtiment. Donc en fait c'est pour ça que je vous disais que je l'avais plus conçu comme un protocole, car n'ayant pas visité l'usine, je ne pouvais pas en fait savoir tous les recoins du bâtiment. Donc c'est un système constructif qui me permettait d'être sûr qu'il puisse s'adapter dans n'importe quel endroit. La deuxième intervention, c'était au niveau de l'ancienne forge. Donc là, l'idée, c'était de proposer un endroit où résideraient les artistes qui exposeraient sur le site. Donc les artistes résideraient une durée assez courte, mais dans laquelle ils pourraient s'imprégner du lieu. Et l'idée, c'était de ne pas affecter le bâtiment existant et de proposer un cabanon sur pilotis qui pouvait mettre un peu les visiteurs dans un espace plus calme, plus sécurisé, et leur permettre de prendre du recul sur le lieu et sur le lieu dans lequel ils se trouvent. Et la troisième intervention, c'était plus une sorte de symbole. L'idée, c'était de représenter de manière quelque chose qui soit présent de manière plus pérenne et qui symboliserait un peu comme une sorte de reconquête ou de symbole
voilà, on pouvait aussi l'analyser comme le drapeau, ça peut parfois être un symbole de paix, si le drapeau est blanc, voilà. Voilà, l'homme qui revient sur un territoire qu'il a exploité, voilà, donc il y avait toute une symbolique par rapport au drapeau. Et ce projet, en fait, je l'ai conçu plutôt comme un projet de recherche. Enfin, je l'ai vécu plutôt comme un projet de recherche. Et l'idée, c'était même pas de se dire que je proposais une réhabilitation, parce que moi, j'appelle pas ça plutôt une réhabilitation, c'est plus voilà, une sorte d'installation temporaire. Voilà, on ne sait pas combien de temps elle peut durer, on ne sait pas si elle peut véritablement marcher, c'est ça le problème aussi. Et en fait, c'est plus, pour emprunter les termes de Lacaton et Vassal, c'était quand ils ont conçu le Palais de Tokyo, c'était plus on pouvait l'analyser peut-être comme un processus qui se met en route. Voilà, donc c'est plutôt un projet un peu comme Léa qui donne à réfléchir, qui propose des idées sur un site inédit, sur un site très particulier, avec beaucoup de problématiques qui sont assez complexes à aborder sur un projet. Et très intéressante pour un architecte d'intérieur et designer. Merci Léa, Thomas, Alex.